Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, une émission créée et animée par André Loez. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec une historienne et un historien spécialiste du nucléaire du grand film de Christopher Nolan sorti cet été, Oppenheimer. La semaine qui débute sera assez intense en histoire puisqu'elle culmine avec les rendez-vous de l'histoire de Blois de jeudi à dimanche prochain. À cette occasion, on diffusera une émission consacrée au thème des rendez-vous de l'histoire. Je serai présent à Blois pour une présentation d'ouvrage et une table ronde, la table ronde sur l'histoire publique le dimanche matin. Ce sera évidemment un plaisir de croiser des auditeurs ou des auditrices du podcast. Vous retrouvez toutes les émissions sur parolehistoire.fr, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, laisser une note ou un commentaire notamment sur iTunes, c'est toujours très apprécié. Merci et très bonne écoute. Pour cette émission de Parole d'Histoire consacrée au film de Christopher Nolan, Oppenheimer, j'ai le plaisir d'être avec Lucie Genet, bonjour. Bonjour, merci. Et avec Yannick Pincé, bonjour. Bonjour. Un enregistrement qui est donc réalisé en direct et à distance entre Paris, Cherbourg et Limoges. C'est un peu la diagonale impossible, mais qui nous permet de réunir deux chercheurs, chercheuses qui ont travaillé sur le nucléaire. Lucie Genet, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Limoges. Vous avez travaillé notamment sur le projet Manhattan et son inscription spatiale au Nouveau-Mexique, qui est vraiment une dimension importante du film. Yannick Pincé, vous êtes professeur en classe préparatoire. Et vous avez également fait une thèse en histoire nucléaire, mais plutôt sur la politique française de dissuasion et les réactions politiques que cela provoque. Alors, à l'une et à l'autre, je voudrais tout simplement vous demander quand est-ce que vous avez vu Oppenheimer et ce que vous en avez pensé, Lucie Genet. Donc moi je l'ai vu cet été, j'étais dans ma belle famille en Angleterre et j'ai eu la chance pour la première fois de voir un film en IMAX, donc c'était pas mal pour un premier film en IMAX de voir celui-là qui était très impressionnant. Donc je l'ai vu au mois de juillet, je sais plus exactement, juste après sa sortie. Moi j'ai trouvé ça techniquement bien fait. Je suis pas spécialiste de la question, mais d'un point de vue cinématographique, j'ai trouvé ça assez impressionnant. On rentre vraiment dans l'histoire, même sachant le dénouement, on est quand même sur le bout de notre siège. Et j'ai été assez impressionnée aussi par les acteurs, actrices, enfin surtout les acteurs, parce que c'est quand même un monde très masculin qui est présenté dans le film, notamment par celle de Cillian Murphy, enfin qui joue Oppenheimer et qui j'avais l'impression de voir Oppenheimer sur l'écran. Donc j'ai bien apprécié le film. Il y a bien sûr des choses, on va en parler. Il y a des choses à dire, mais ouais, j'ai trouvé que c'était un film agréable à voir et très intéressant. Et Yannick Pincé, de votre côté, votre réaction, sachant qu'en plus vous avez connu l'un des auteurs du livre American Prometheus, dont est adapté le film de Nolan. Alors, contrairement à Lucie, moi j'ai eu un petit peu plus de difficultés pour voir le film parce que je tenais absolument à le voir en anglais. Et habitant en province, les films en VO, c'est pas toujours simple. Bon, j'ai réussi à le voir à Vannes. C'était d'ailleurs la seule séance de la semaine en anglais et il y avait un monde incroyable. Je pense que tous ceux qui voulaient le voir en version originale étaient. Et donc je n'ai pas pu en profiter, hélas, en IMAX. Et je l'ai revu récemment pour préparer l'émission. Et pour un chercheur, je trouve ça fascinant de voir en fait au cinéma son objet de recherche. Mais j'ai été impressionné par la qualité du film et heureux de voir en fait un travail de recherche adapté, puisque c'est quand même l'adaptation en partie de la biographie de Martin Sherwin et de Kay Bird. Et j'ai eu un peu le même sentiment. Je crois que c'est Kay Bird qui avait été, c'est lui qui avait été invité sur le tournage et qui a rencontré Cillian Murphy et qui lui avait dit je suis heureux de vous rencontrer, Dr Oppenheimer, et j'avais vraiment le sentiment de le voir sous les yeux. Oui, il faut dire que Oppenheimer, on a évidemment toute une série d'interviews de lui qu'on peut voir très facilement sur YouTube par exemple, et il y a quelque chose de très frappant, aussi bien physiquement dans la ressemblance, des yeux très clairs, un visage émacié, une silhouette très frêle, et puis dans la diction évidemment que Cillian Murphy a adapté, a choisi. Il incarne le personnage d'une manière assez stupéfiante. Tout à fait, je trouve que alors
toutes les personnes qui ont rencontré Oppenheimer, et c'est dit dans le livre, il y a beaucoup de citations de personnes qui expliquent cette espèce de magnétisme du personnage. Il y a une fascination certaine pour l'image d'Oppenheimer, ce héros, fallen hero, enfin le héros qui ensuite tombe de son pédestal, cette histoire tragique, le héros tragique, voilà, c'était ça que je cherchais. Mais c'est aussi lié à sa personnalité, à son physique, à son érudition. Et je trouve que Murphy a bien réussi dans sa prise de personnage. Ouais. Bah, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on ressent en fait l'ambiguïté du personnage, qui est à la fois quelqu'un de profondément charismatique, notamment dans les milieux intellectuels de l'Ouest des États-Unis, et qui est pris par des interrogations, une torture intérieure dès sa jeunesse. Et on sent vraiment ce calme, cette réflexion intérieure qui est vraiment très très bien incarnée par Murphy. Oui, ces interrogations et aussi cet ego gigantesque qui contribue à rendre le personnage fascinant, et on peut pas s'empêcher de penser, si je fais un petit topo sur le film et sa production, que il y a aussi une forme de jeu de miroir entre le réalisateur lui-même et Oppenheimer, parce que c'est un film prométhéen, c'est-à-dire que c'est une prouesse technique évidemment pas à la hauteur du projet Manhattan, mais c'est quand même une prouesse technique. C'est un film de 3 heures en IMAX, c'est la limite absolue, dit-on, de ce qu'on peut filmer en IMAX, parce que le poids de la pellicule est tel qu'on peut pas aller au-delà d'une bobine qui fait 150 kg, quelque chose comme ça, de pellicule 70 mm IMAX. C'est un film d'une extraordinaire ambition, avec un très grand casting. On a parlé de Cillian Murphy, il y a également Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, et beaucoup d'autres, y compris pour des tout petits rôles. Kenneth Branagh fait une petite apparition en Niels Bohr, tout à fait intéressante. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est que pour un film de ce type, c'est-à-dire un film extrêmement adulte, il n'y a personne en collant et en cape de super-héros, il n'y a pas de personnage de jeux vidéo. Pour un film adulte, il a eu un succès considérable aux États-Unis, en France également. En France, on est presque à 4,5 millions d'entrées. Et aux États-Unis, il a fait plus de 300 millions de dollars au box-office. 300 millions de dollars, c'est le 5e film avec le plus de succès de 2023, alors loin derrière Barbie, mais pratiquement au même niveau que Les Gardiens de la Galaxie épisode 3, alors que c'est pas du tout le même film. C'est vraiment un film adulte, c'est vraiment un film avec un sujet d'une grande gravité. C'est un film aussi exigeant en termes horaires, parce que quand on donne ces chiffres, il faut toujours aussi les rapporter à la durée des films. Plus un film est long, moins on peut programmer de séances dans une journée. Donc ça veut dire qu'en fait, il a presque surperformé par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'un film pareil, qui porte en plus évidemment sur un sujet que vous connaissez très bien, puisse rencontrer un public aussi large, Lucie? Je pense que la question de la bombe atomique continue de fasciner, notamment aux États-Unis, qui est quand même voilà, le pays qui a développé la bombe avec une équipe internationale. Il faut rappeler quand même qu'une grande partie des scientifiques qui ont participé au projet Manhattan étaient des réfugiés européens. C'est aussi le pays qui, évidemment, qui est le seul à avoir utilisé la bombe en tant que guerre. Sur des civils et des militaires au Japon. Donc c'est une controverse qui dure depuis des décennies aux États-Unis, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue d'intéresser à chaque fois que là il y a eu la mémorialisation des 3 sites principaux de Oak Ridge, Los Alamos et Hanford, avec la création d'un parc national historique. Donc la population états-unienne est clairement intéressée par ces questions-là. Tu disais que c'est pas un film de super-héros. Mais je pense que dans certaines familles aux États-Unis où il y a des vétérans, ou des fois sur plusieurs générations, certains considèrent probablement le projet Manhattan comme un grand moment héroïque des États-Unis. Évidemment, on en parlera, c'est sujet à controverse comme lecture de l'histoire, mais il y a des familles chez qui Oppenheimer est un héros. Donc il y a cet aspect-là, une certaine fascination par rapport à la bombe. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le nucléaire, à différents aspects aussi, ces aspects de la question de la prolifération, on en reparlera, mais aussi sur son aspect civil, énergétique, par rapport à la crise climatique. On parle beaucoup de nucléaire. J'imagine que certaines personnes sont aussi allées voir le film pour revoir les origines, la genèse de la connaissance sur l'atome et sur le nucléaire.
Ouais, alors évidemment, le rôle de ce casting et du prestige du réalisateur ont pu jouer, Yannick Pincé, sur le succès public du film et donc ce que ça peut dire du rapport social au nucléaire en France, par exemple. Je pense que le succès était attendu parce que déjà rien que la biographie, avant même que la biographie soit faite, c'était un pont d'or qui avait été tendu à Marty Sherwin. Je crois que son premier contrat en 1980, c'était quelque chose comme $30 000. Et lorsque il a réussi à relancer les travaux sur le livre fin des années 90, on était quasiment à $300 000. Donc déjà, rien que sur le livre, il y avait un succès. Et sur le film, c'était attendu parce que les premières discussions d'adaptation avaient été faites avec Sam Mendes, donc qui était quand même un réalisateur avec une réputation déjà chevronnée. En termes d'analyse, bon, il y a ce qu'a dit Lucie, qui est tout à fait juste. L'actualité, évidemment, doit jouer énormément avec les événements en Ukraine. Donc ça relance évidemment un intérêt pour la bombe. Et puis, dans un sens assez général, le personnage est vraiment fascinant. C'est quelqu'un qui est à la fois adulé et qui a connu une chute extrêmement rapide. On parle du mythe de Prométhée, mais on a quasiment un Icare en fait avec Oppenheimer. La chute est très brutale et c'est bien montré dans le film. Petite remarque pour ce qui concerne mon objet de recherche. J'ai remarqué que en Europe, j'ai regardé les chiffres justement de succès en salle au niveau européen. Le succès a été plus fort en France que dans les autres pays européens et en particulier par rapport à l'Allemagne. Là, il y a peut-être un aspect de notre fascination nationale pour le nucléaire qui est toujours un objet assez métaphysique, pour reprendre une expression de Béatrice Heuser. Alors je vais vous poser la question des réactions peut-être du petit monde, je ne sais pas comment il faut l'appeler, des nucléaristes français, et peut-être l'occasion de dire un mot. Vous en êtes deux personnes qui le représentent, mais il y a un petit univers de gens qui travaillent sur ces domaines, qui est pas très très grand, mais pourtant qui est assez vivace avec, voilà, on va pas les citer, mais il y a pas mal de collègues qui contribuent aux discussions, souvent à la fois versant scientifique, mais aussi parfois avec des prises de parole publiques, sous différents formats, des tribunes, sur des sites, des interviews, etc. À quoi ça ressemble ce milieu de la recherche sur le nucléaire en France, ce milieu en particulier pour l'histoire? Alors, je n'ai pas eu l'occasion de discuter directement avec les collègues sur la question. Alors, juste pour parler du mot nucléariste, donc c'est marrant que tu utilises ce mot-là. Donc, en fait, le nucléarisme, enfin, la définition classique, c'est le fait de se reposer sur l'arme nucléaire à des fins de sécurité nationale. Donc, quand on est nucléariste, c'est qu'on prône l'utilisation de la dissuasion comme moyen de sûreté nationale, de sécurité nationale. Donc, c'est un terme qui est intéressant. Alors, je ne sais pas comment on dit en France, spécialiste du nucléaire, j'imagine. Aux États-Unis, on parle de nuclear scholars. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes. Alors, le groupe qui me vient tout de suite à l'idée, bien sûr, c'est Nuclear Knowledges, qui est un groupe de politologues qui travaillent sur les choix de dissuasion et surtout l'histoire du programme nucléaire militaire français. Et il y a aussi le CRESA qui est hébergé à Mulhouse, à l'université de Haute-Alsace, qui travaille sur les effets des essais nucléaires dans le Pacifique, des essais français. Donc il y a un petit monde de la recherche sur le nucléaire en France. On n'est pas extrêmement nombreux. C'est vrai que par rapport aux États-Unis, que moi pour le coup je connais mieux, le foisonnement est moins intense dans les recherches sur le nucléaire en France, mais il y a énormément plutôt sur le nucléaire civil. Là, il y a quand même beaucoup, bien sûr, de choses qui sont écrites. Donc là, ces dernières années, il y a plusieurs groupes comme ça qui ont publié et qui sont très actifs. Aussi sur les questions d'uranium, il y a plusieurs groupes de géographes qui travaillent sur les territoires uranifères en France et ses impacts.
Oui, c'est intéressant parce que c'est un domaine, peut-être plus que d'autres en histoire, qui amène à croiser différentes dimensions et le film d'ailleurs le met en scène, hein, des dimensions, scientifiques, techniques, des dimensions politiques, des dimensions militaires et du coup tout ça s'emboîte et effectivement, on pourrait parler de nuclear studies, qui est pas seulement un champ historique, mais un champ qui amène, à des croisements. Yannick Pincé, c'est votre sentiment aussi? J'ai plusieurs choses à dire à ce propos, notamment à propos des réactions. Nuclear Studies, oui, moi je dirais c'est plutôt le champ de l'histoire nucléaire, Nuclear History, le champ de l'histoire nucléaire qui est quelque chose qui naît en fait avec les premières interrogations sur Hiroshima dans les années 60. Et Martin Sherwin était prenant justement de ces débats. Et il a été l'un des fondateurs du NPIHP, donc un programme en fait d'études sur la prolifération nucléaire à l'échelle mondiale et qui structure justement notre champ d'histoire nucléaire à l'échelle mondiale. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que après je vais vous parler des réactions, c'est un petit peu lié, parce qu'il a contribué à créer avec Leopoldo Nuti de l'Université de Rome, qui est un autre historien, un programme en fait de formation mondiale des historiens du nucléaire par un Nuclear History Bootcamp qui est soutenu par le Wilson Center. Et évidemment, c'est à cette occasion-là que j'ai fait la connaissance de Martin Sherwin. C'est l'un des instructeurs de ce Nuclear History Bootcamp de 10 jours. Et quasiment tous les historiens du nucléaire sont passés par cet historien, par cette formation, au contact de Martin Sherwin. Et quand le film est sorti, Marty est décédé il y a 2 ans, en fait. Il y a eu une forme d'émotion, en fait, de voir concrétiser l'œuvre d'un de nos pères fondateurs. Donc, il y a un aspect émotionnel qui n'est pas à négliger et qui, au départ, avait un petit peu gommé l'analyse critique. Il y a une forme de fascination. Là-dessus, il y a eu quelques analyses critiques et des collègues, comme notamment Alex Wellerstein, ont commencé à lister les quelques manques dans le film qui sont, on va considérer comme plutôt minimes. Au niveau français, bon, Lucie a commencé à faire un petit peu le portrait de comment ça se présente la recherche sur le nucléaire au niveau français. Donc c'est surtout des politistes. Hein. Lucie parlait du programme de Benoît Pelopidas, Nuclear Knowledge. Mais il y a assez peu d'historiens et la plupart en fait sont soit dans l'équipe de Renaud Meltz, donc au CRESAT de Mulhouse, qui travaille sur les essais nucléaires en Polynésie, qui est assez récente, ou des étudiants de mon directeur de thèse, Frédéric Bozo, à la Sorbonne Nouvelle. Et j'ai relevé en fait assez peu de réactions en France, essentiellement 2. Une très rapide dès le mois de juillet, c'était une réaction de la part de Dominique Mongin, qui a fait la première thèse sur l'arme nucléaire en France dans les années 90, sur la genèse du programme nucléaire français, qui tout de suite avait fait une vidéo avec le soutien du CEA pour revendiquer la place française dans la bombe. Un petit peu à l'image de... J'ai trouvé ça intéressant parce que la première réaction de Frédéric Joliot lorsqu'il y a eu l'annonce d'Hiroshima, qui a été l'un des pères en fait de la recherche nucléaire en France, ça avait été de revendiquer dans l'humanité une place française dans la bombe. Et Dominique Mongin avait eu cette réaction. La réaction du programme de Benoît Pelopidas, Nuclear Knowledge, a plutôt été une réaction plus critique, et puisqu'il considère que donc, ce qui intéresse surtout l'équipe de Benoît Pelopidas et Benoît Pelopidas, c'est la démonstration que nous vivons dans une époque de vulnérabilité nucléaire globale. Et selon lui, derrière en fait un film qui se présente comme réaliste, eh bien, il y a un discours qui, au contraire, se veut plutôt rassurant et conforterait certains poncifs, notamment sur le fait que la bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki aurait mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais ça, c'était pour vous brosser en fait les quelques réactions que j'ai pu recueillir à ce propos. Alors sur ce point, on pourrait répondre et évidemment, il faut dire qu'on va largement spoiler, non pas le déroulement du projet Manhattan, qui de toute façon est connu, mais un certain nombre d'éléments narratifs du film. Je trouve que le film répond d'une certaine manière à cette objection, parce que une des questions qui est posée à un moment par les savants qui se demandent si c'est une bonne idée de faire la bombe dans le film, notamment dans des discussions entre Oppenheimer et Einstein, et est-ce que la bombe va embraser toute l'atmosphère, et le film se termine
sur un Einstein qui est Oppenheimer, mais c'est fait. C'est fait non pas réellement parce que la bombe n'a explosé qu'à Hiroshima et Nagasaki, mais c'est fait métaphoriquement, au sens où elle a inauguré une ère justement de destruction globale potentielle. Et je trouve que cette réplique finale, enfin moi je suis sorti du cinéma en la gardant longtemps en tête, parce que je trouvais que c'était une manière de donner une coda très grave à un film où effectivement on peut discuter de la place du choix d'Hiroshima, on y reviendra sans doute, hein, mais cette dimension-là, de la gravité de l'événement et de ce que ça ouvre comme conséquence catastrophique pour l'humanité, il me semble qu'elle est assumée par le réalisateur et par le propos du film. Lucie Genet. Oui, sur ce sujet-là, en fait, c'est donc Yannick mentionnait Alex Wallerstein, qui a créé un blog aussi. Donc c'est un écrivain, hein, c'est un historien, mais il a aussi créé un blog sur lequel il y a une carte qui s'appelle Nuke Map, qui est très intéressante et que je montre à mes étudiants parce que il expliquait que les jeunes aujourd'hui ont un peu oublié que nous vivons dans un monde nucléaire et dans des nations nucléarisées et que la menace de la bombe est encore là. C'est pas quelque chose qu'on trouve que dans les livres d'histoire, dans les films historiques. On vit à proximité. D'armes nucléaires, de centrales aussi, de déchets radioactifs. Je veux pas faire un portrait apocalyptique, mais c'est une réalité qui est un peu oubliée, qui est un peu reléguée au passé. Et donc cette carte qui est sur le blog de Wallerstein, c'est une carte en fait qui montre les effets, le rayon, les différents effets. On choisit le calibre d'une arme qui a été testée pendant l'histoire de la guerre froide, et on peut, entre guillemets, faire détonner n'importe où dans le monde et voir à quel point notre localité, donc par exemple Limoges, je montre à mes étudiants à Limoges, voilà les effets que ça peut potentiellement avoir. Donc c'est pas pour leur faire peur, mais Wallerstein expliquait que dans les années 50, il y avait un énorme programme dans plusieurs pays, et notamment aux États-Unis bien sûr, un programme de défense civile qui sensibilisait la population aux effets d'une attaque atomique. Là, on redécouvre un petit peu avec ce qui se passe en Ukraine que en cas de problème nucléaire dans une centrale ou d'attaque, que ça peut affecter bien sûr la thyroïde et que on a besoin de pastilles, d'iode, etc. Donc ça, c'est des choses qui étaient complètement oubliées ou dont on parlait pas vraiment. Donc c'est une façon aussi avec des films comme ça de rappeler à la population que nous vivons encore dans cette ère-là. Et un dernier point, c'était Benoît Pelopidas qui a fait donc certains dans son travail des sondages. Me disait qu'il y a un pourcentage assez conséquent, assez impressionnant de la population française qui cite l'Iran avant la France comme détenteur de l'arme nucléaire, ce qui est quand même assez étonnant, mais lié aussi à ce qui se passe dans les médias. Lucie a parfaitement raison, hein. Bon, les objections de Benoît Pelopidas sont intéressantes parce qu'elles sont aussi une manière de comprendre quels sont les débats de l'historiographie actuelle. Benoît ajoutait également, il a pas mal communiqué là-dessus, que en fait, alors il y a l'ouvrage de Marty Sherwin et de Kai Bird, mais il y a des éléments qui ne sont pas présents dans l'ouvrage, qui ont été ajoutés pour compléter le film, notamment je pense à l'audition de Lewis Strauss qui occupe en tout et pour tout un paragraphe en fait dans le bouquin. Et ce qui gêne Benoît Pelopidas, c'est que le ton adopté en fait par Nolan, plus fortement que dans l'ouvrage de Sherwin et Bird, et en fait une forme en fait c'est la mise en valeur de ses regrets, qui est présent notamment dans la scène où vous avez l'Interim Committee qui fait le choix de ciblage, où on a le sentiment dans cette scène que Oppenheimer est écarté. Or, il a été partie prenante du ciblage. Il a été partie prenante des décisions et c'est lui-même qui tenait à ce que la cible soit une ville pour voir justement les effets et que ce soit plus impressionnant. Et donc c'était une autre critique qu'il mettait en avant. Après, Benoît Pelopidas a beaucoup travaillé sur le rôle en fait des fictions dans la prise de conscience de la vulnérabilité nucléaire globale et il trouve que certaines fictions
rendent trop artificielle en fait la menace, voire même éloignent la menace, notamment lorsqu'on utilise des armes nucléaires contre une météorite ou contre des extraterrestres. Sur Oppenheimer, qui est basé quand même sur un ouvrage de recherche, il ne faut pas oublier que même si c'est basé sur un ouvrage de recherche, ça reste une œuvre artistique. Et que pour créer un procédé dramatique, le scénariste, le réalisateur est obligé de passer parfois par certains raccourcis. Ce n'est pas en fait une œuvre scientifique. Ce n'est pas en fait un travail d'historien sur Oppenheimer. Alors justement, si l'on prend ce point de vue sur le film, il n'est pas inutile peut-être de dire un petit peu comment fonctionne ce film. Je vais le résumer à grands traits, en mentionnant qu'il y a deux narrations, une narration en couleur, une narration en noir et blanc. La narration en noir et blanc renvoie plutôt à ce qui se passe dans un second temps de la vie d'Oppenheimer, après les détonations atomiques, lorsque finalement celui qui est devenu un peu son ennemi juré, son grand rival Lewis Strauss, qui présidait la Commission de l'énergie atomique américaine, a réussi à le faire écarter, a réussi à lui faire à suspendre ses autorisations secret défense en l'accusant d'être un communiste, on pourrait y revenir. Et du coup, la narration noir et blanc, c'est plutôt 1950-1954 et le moment où le même Lewis Strauss, donc joué par Robert Downey Jr., qui est effectivement un personnage en apparence secondaire, devient l'intermédiaire pour Nolan pour faire passer l'idée que bien Oppenheimer a été persécuté par le macartisme, par l'anticommunisme aux États-Unis, et que du coup Lewis Strauss lui-même finit par le payer parce que c'est un personnage vindicatif et finit par le payer lorsque le Sénat refuse de le confirmer pour faire partie du gouvernement Eisenhower. Et ça, c'est la narration noir et blanc, mais elle est plutôt en mode mineur parce que ce qui prend la place la plus importante dans le film, c'est la narration en couleur, et qui est une narration en couleur relativement linéaire, hein, même si c'est entrecoupé de scènes et de flash-forward, des flashbacks, etc., comme souvent chez Nolan. La narration en couleur, elle est relativement linéaire. Ça commence avec un tout jeune Oppenheimer qui étudie en Grande-Bretagne, qui devient une étoile montante de la physique quantique et des radiations, qui ensuite enseigne sur la côte ouest des États-Unis, notamment à Berkeley. Il rencontre une femme dont il est l'amant, qui est une communiste. Son épouse elle-même a été au Parti communiste, donc il a tous ses liens, et sur le campus de Berkeley en particulier, avec des membres ou des compagnons de route du Parti communiste, on pourra sans doute y revenir. Et puis arrive la guerre, qui est vraiment le passage central du film, avec tout le développement du projet Manhattan jusqu'au fameux test Trinity. Et puis il y a une dernière partie du film qui porte sur les effets en retour, l'onde de choc, on pourrait dire, pour filer la métaphore nucléaire, l'onde de choc, y compris sur Oppenheimer lui-même, qui commence à avoir des visions, des cauchemars, et cette chute dont on a parlé, puisque il finit par être dans un climat un peu différent. C'était le grand triomphateur en 1945, qui était en une de tous les magazines, le savant de génie qui avait mené l'Amérique à la victoire. Et puis, dans le contexte de 1950 et de la guerre froide, on commence à scruter de plus près ses accointances communistes, à le soupçonner, et du coup, au terme d'une procédure très un peu bâclée et disons à charge, on lui retire ses autorisations de secret défense, et en fait on en fait presque un paria dans les élites politico-militaires américaines. Donc là j'ai résumé voilà, vraiment à grands traits le film. Ça veut dire que c'est un film qui, tout en étant un biopic, raconte un pan d'histoire américaine et raconte des dimensions différentes, une dimension politique et puis une dimension, on pourrait dire, scientifico-militaire. Alors si on laisse peut-être de côté le politique pour l'instant et qu'on reste sur le scientifico-militaire et sur Oppenheimer chercheur et Oppenheimer chercheur au service de l'armée, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la manière dont a été filmée cette vie de laboratoire, cette façon voilà, de réfléchir à des problèmes, Oppenheimer au tableau noir, Oppenheimer communiquant avec ses élèves, avec ses assistants, tout ce monde de la recherche. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant comme manière de le représenter, Yannick Pincet? Moi, j'ai trouvé que c'était très très bien représenté parce que on a tendance, quand on traite au cinéma du nucléaire, à voir ça un petit peu comme quelque chose, comme une bête, comme quelque chose un petit peu d'extérieur. Or, c'est une création profondément humaine, le nucléaire. On peut même inclure la dimension politique, hein, puisque le nucléaire, on est au carrefour de la recherche scientifique, de choix politiques, de choix de relations internationales, et il y a une dimension personnelle très forte chez le personnage d'Oppenheimer, sur la manière dont travaille un chercheur, sur ses propre représentation, et j'ai trouvé que c'était très très réussi. Et alors bon, le film est sorti, donc c'est peut-être pour ça que je le dis, mais honnêtement, je me demande qui d'autre que Nolan aurait pu mettre en musique
la vie d'Oppenheimer, puisque Nolan a toujours travaillé dans ses films sur la dimension des temps. Je pense aux trois temps dans lesquels sont filmés notamment Dunkerque, avec l'heure, le jour, la semaine. Et pour réussir à ramener 700 pages d'une vie complexe en 3 heures, il fallait ce temps de la temporalité. Ce qui a amené à faire des choix d'ailleurs, puisque l'essentiel de la jeunesse et de la formation d'Oppenheimer est vraiment réduit. Bon, c'est un choix de Nolan, ce qui est quand même une dimension importante de Oppenheimer, parce que c'était quelqu'un qui était torturé. L'affaire de la pomme, par exemple, n'est pas une affaire. Alors, on n'en est pas sûr d'ailleurs, mais pas une affaire anodine. Ça montre un petit peu ses tortures intérieures. Alors Mais peut-être raconter ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Oui, c'est comment il aurait, alors on n'en est pas sûr, puisque c'est Sherwin et Bird qui rapportent ça dans l'ouvrage, il aurait empoisonné une pomme parce qu'il avait une relation à la fois de fascination et de détestation pour Patrick Blackett, qui était son maître tuteur au Royaume-Uni. Et il a raconté en fait dans son courrier qu'il aurait empoisonné une pomme. Alors, Sherwin et Bird sont assez prudents avec cet épisode-là, parce que si ça avait été vraiment un poison létal, on était dans de la tentative de meurtre et il y aurait eu sans doute des conséquences. Il y a eu apparemment des conséquences, mais qui ne sont pas l'ordre des conséquences judiciaires. Mais en tout cas, ça révèle un petit peu ce personnage torturé, qui est obsédé par la vision du nouveau monde qui s'offre à lui, la vision de l'atome qui est assez bien représentée par Nolan dans le film. Et je voulais préciser quelque chose sur l'ouvrage. Il faut savoir aussi que la biographie est au départ une commande qui a été faite à Marty Sherwin par un éditeur qui s'appelait Knopf et qui a été lui-même victime du macartisme. Ce qui explique aussi l'intérêt de la part, ce qui explique aussi cette focalisation sur un personnage qui lui-même a été victime du macartisme. Mais il ne faut pas voir Oppenheimer seulement comme ça, parce que avant sa chute, il y a quand même 8 années jusqu'à la présidence Eisenhower, entre 1945 et Eisenhower, où c'est un personnage qui est extrêmement influent dans la communauté scientifique et politique américaine. Ce qui aurait été intéressant, mais bon, c'est encore une fois un choix de narration, et je reprocherai jamais à un scénariste et à un réalisateur un choix artistique, c'est que la vie de communauté intellectuelle qu'on connaît un petit peu, nous, en tant que chercheurs, avec les colloques et les rencontres avec les autres collègues, est brièvement, mais plutôt bien montré. C'est un aspect important de la vie d'Oppenheimer, parce que ça construit son charisme, et ça construit un mode de vie où la consommation d'alcool était très abondante. Ce n'est qu'un petit peu suggéré. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Yannick sur le fait de montrer l'humanité des chercheurs, et donc de pas montrer un décor aseptisé, des blouses blanches, un microscope, de rentrer dans cette opposition entre le néophyte et l'expert. Donc il y a une forme, même si c'est pas voulu comme ça dans le film, il y a une forme de vulgarisation scientifique, ce qu'on nous demande aussi de faire et ce qu'on fait avec plaisir quand on en a l'occasion. Et en fait, moi, très personnellement, ça m'a rappelé mon mémoire de master, parce que j'avais fait un mémoire de master justement ça s'appelait très pompeusement une humanisation de la bombe. En fait, c'était sur les participants et participantes au projet, et sur leur conscience et les états d'âme qu'ils ont pu exprimer. Alors le plus connu, c'est Joseph Rotblat, qui a quitté le projet Manhattan à la fin quand la guerre a pris fin en Europe, et quand il s'est rendu compte que la bombe n'allait pas être utilisée contre l'Allemagne nazie. Donc il y a plusieurs figures comme ça, mais d'autres aussi, Robert Wilson aussi, qui ont exprimé des doutes, surtout après le test de l'essai de Trinity, et qui sont dans le livre de Sherwin et de Bird. Donc j'ai trouvé cet aspect-là très intéressant, de montrer que
que ce sont des hommes et des femmes, enfin là, qui enseignent et qui doivent faire passer pédagogiquement un message clair et quand même simplifié sans enlever la complexité des concepts avec lesquels ils travaillent, mais les rendre accessibles. Et j'ai trouvé que c'était bien rendu dans le film. Alors, il y a aussi une dimension que j'ai trouvée très intéressante, c'est que le film a beau s'appeler Oppenheimer, il pouvait pas raconter la vie d'un homme seul ou d'un seul homme, et en fait il y a toute une galerie de portraits, alors plus ou moins bien développés, mais généralement j'ai trouvé très bien joué par les acteurs qui jouent ces rôles de soutien. On pense à Enrico Fermi, on pense à Lawrence, son collègue de Californie, avec cette opposition qui est à mon avis assez bien montrée entre Lawrence, l'expérimentateur qui sait construire des cyclotrons et qui laisse la discussion théorique à d'autres et qui est dans l'efficacité pratique, et Oppenheimer qui est plus dans l'abstraction et du coup dans le doute interne parce qu'il rumine en permanence ses idées. Son ami Isaac Rabi, qui est ce personnage à la fois brillant, plein d'humour, juif new-yorkais qui assume sa judéité, peut-être plus qu'Oppenheimer, en tout cas c'est suggéré, dans le livre également c'est suggéré que voilà, il assume davantage qu'Oppenheimer qui a voulu à un moment peut-être gommer cette dimension-là, peut-être pour être accepté par les élites états-uniennes. Et puis également ce personnage extraordinaire de Edward Teller, qui est le père entre guillemets de la bombe H, et qui très vite, au moment même où on fait les premières discussions du projet Manhattan, comprend qu'il y a une autre voie possible, qu'il y a une autre bombe possible, qui est beaucoup plus puissante et à la fois s'isole, mais en même temps devient centrale dans le dispositif nucléaire américain après la guerre. Donc cette galerie de portraits, alors elle a beau être réduite en temps d'écran, elle est quand même très, très juste sur le fait que c'est pas un homme seul qui a fait la bombe. Même au-delà, donc bon, évidemment, c'est limité dans le cadre du film, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est des centaines enfin, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont participé autour de cet homme-là. On se souvient surtout d'Oppenheimer parce que il avait une certaine virtuosité dans l'organisation donc c'était Groves qui parlait des scientifiques comme des prima donnas, enfin voilà, qui étaient difficiles un petit peu à gérer. Il les aimait pas beaucoup, hein, les scientifiques Groves. Donc c'est vrai que ce qu'Oppenheimer a fait, encore une fois, en tant qu'humain, de rassembler ces scientifiques, de les faire travailler ensemble, c'était assez remarquable. Mais derrière ça, il y a énormément d'ouvriers, il y a énormément d'hommes et femmes qui ont travaillé dans les différents sites, sous couvert du secret, qui ont fait plein de travaux, menus travaux, de travaux dangereux, de nettoyage, de construction, qui ont travaillé dans les usines, bien sûr, de production de plutonium dans l'État de Washington, qui ont travaillé sur l'enrichissement de l'uranium dans le Tennessee. Et il y a la carte du projet Manhattan, elle est étalée sur une grande partie des États-Unis. On se rappelle de ces 3 grands sites. Mais évidemment, Oppenheimer n'aurait pas pu faire tout ça tout seul. C'était une énorme entreprise qui a coûté 2 milliards de dollars. Il est aussi entouré, donc là, bon, il y a des personnages qu'on n'a pas vus dans le film. Je ne reproche pas forcément à Nolan, mais c'est vrai que par exemple Dorothy McKibben, qui était en charge d'accueillir les scientifiques à Santa Fe, qui était très présente. Hein, on a ces photos des soirées d'Oppenheimer qu'il faisait dans sa maison sur le plateau Pareto, là où on voit McKibben qui est juste à côté de lui. Il y avait Edith Warner aussi qui faisait pas partie du projet, mais qui habitait pas très loin, qui était là depuis les années 20 et qui accueillait surtout les week-ends, enfin les jours non travaillés, qui accueillait beaucoup les scientifiques et qui donnait un petit peu aussi de baume au cœur parce que c'était un travail intense. Donc il y a plein de figures comme ça. On peut bien sûr, on en parlera peut-être plus tard, mais des amitiés qui se sont forgées aussi avec les néo-mexicains, avec la famille Martinez, la potière Martinez très connue du pueblo San Ildefonso, avec la famille Fermi. Enfin, il y a plein de personnages comme ça qui pouvaient pas être dans le film, voilà, parce qu'il fait déjà 3 heures, mais c'est important de les mentionner. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le monde de la recherche, tout simplement. On a une communauté de physiciens, mais la recherche en histoire, c'est pareil. Hein. On a nos amitiés, on a nos liens, et c'est encore une fois dans ce sens que c'est quelque chose que je trouve de profondément humain. Et Lucie a raison, hein. C'est absent du film, mais bon, voilà, ça fait partie encore une fois des choix narratifs, elle l'a dit. L'importance du recrutement local. On le voit très brièvement dans le film, le recrutement des épouses aussi, hein, qui étaient présentes sur le site à des tâches de secrétariat.
et globalement, comment vit une communauté intellectuelle, avec ces questionnements qui débordent le simple cadre des recherches, ce qui a amené d'ailleurs beaucoup de ces intellectuels à avoir des activités politiques, et c'est l'une des trames du film. C'est justement, ce sont une communauté qui est plutôt orientée à gauche, qui a des sensibilités pour les causes qui sont en jeu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et dont certains ont été proches ou ont été carrément communistes, hein, puisqu'il y a la question du syndicat à Berkeley qui se pose à un moment dans le film, hein, puisqu'il est question d'une création de syndicats, hein, lié au Parti communiste d'ailleurs, puisque c'est le syndicat auquel avait appartenu Julius Rosenberg d'ailleurs, celui que Oppenheimer tente d'implanter à Berkeley. Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Je ne sais pas si on allait l'aborder, mais bien sûr, il y a la question de l'espionnage. Donc, le plus connu, c'est Klaus Fuchs, mais il y a aussi Ted Hall, qui lui, est allé voir qui est en visite à New York, je crois. Il est allé voir un journaliste russe parce qu'il s'inquiétait du monopole de l'arme par les États-Unis. Donc ces questions politiques et chez certains scientifiques un rapprochement idéologique avec le communisme, c'est aller jusqu'à pousser en l'occurrence Ted Hall, à partager des secrets en se disant il faut que ce soit un monde ouvert, il faut surtout pas qu'il n'y ait qu'une seule nation avec le secret atomique. Oui, alors là, on arrive à un des points narratifs les plus travaillés du film, même si c'est pas forcément moi ce qui m'a le plus intéressé, mais c'est très largement aussi développé dans la biographie d'Oppenheimer. C'est toute la question de que lui a dit son collègue Chevalier, qu'est-ce qu'il lui a dit à Chevalier au moment où celui-ci, au début de la guerre, dit que on pourrait peut-être faire passer des informations aux Russes, etc. Et Oppenheimer a, semble-t-il, refusé, mais il n'a pas été tout à fait clair dans sa manière de refuser, surtout dans sa manière de le dire aux militaires qu'il avait refusé, et donc ça l'a poursuivi ensuite toute sa vie. Et quelque chose, et là le film le montre assez bien malgré tout, c'est que quelque chose qui était envisageable dans un certain contexte, c'est-à-dire l'Amérique du New Deal, la grande alliance avec l'URSS pour libérer le monde du nazisme entre 1935 et 1942, on va dire, était plus du tout pensable de la même manière en 1949 ou 1950, au sommet de l'anticommunisme porté par McCarthy, par J. Edgar Hoover, par les élites états-uniennes de l'époque. Donc ce décalage de contexte qui font qu'un Oppenheimer objectivement proche, sans doute pas membre du Parti communiste, bon, il y a des discussions infinies là-dessus, mais objectivement proche de plein d'organisations et de plein de gens qui étaient communistes, c'était quelque chose de pensable, et ça ne l'empêchait pas d'avoir un poste universitaire à la fin des années 30, et c'est devenu quelque chose d'incroyablement gênant à la fin des années 40 et début des années 50. Yannick Pincet. Alors, y a deux questions, enfin, il y a plusieurs choses là-dedans. Sur l'espionnage, ça, c'est plutôt bien réussi dans le film parce que l'espionnage, en fait, ce n'est pas que des gadgets, ce n'est pas quelque chose entre des agents secrets super surentraînés, c'est parfois très banal. Ça peut être une simple question, ça peut être une rencontre humaine, et là, en fait, c'est une amitié. Hein. Y a un journaliste qui s'appelle Romain Milkarek, qui a publié il y a quelque temps un ouvrage qui s'appelle Les Moujiks, où il évoque la manière dont il a été approché par le FSB, mais c'est de manière absolument banale. C'est pas caché derrière un banc ou derrière un journal. Hein. Donc, ça peut être par des conversations assez banales. Donc, ça, c'est assez bien représenté. Il y a deux questions là-dedans. C'est donc, est-ce qu'il y a eu espionnage ? Évidemment qu'il y a eu espionnage à Los Alamos. Lucie en parlait tout à l'heure. Et Staline, en fait, était au courant qu'il y allait y avoir un essai dès le début du mois de juillet. Lorsque les archives ont été ouvertes à la chute du mur, il y a des documents qui ont été retrouvés. David Holloway, dans Stalin and the Bomb, d'ailleurs, publie dans ses annexes des rapports de documents assez précis, parfois avec des erreurs, qui mentionnent qu'il y avait des aspects assez précis sur les types de bombes qui étaient développés, qui étaient connus dès le début de juillet 1945. Bon, évidemment, la recherche a établi que Oppenheimer n'a pas participé à cet espionnage, puisqu'on n'en a pas trouvé de traces dans les archives en Russie, et on a même trouvé des traces de tentatives d'approche, qui ont échoué à son propos. En revanche, il y a une autre question, c'est était-il communiste ?
du point de vue, vous le disiez André tout à l'heure, du point de vue de la période macartiste, être communiste, c'est être espion. La confusion se fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas la même chose, puisqu'il y a une lutte commune qui est menée contre l'Allemagne nazie et le Japon, et la propagande est plutôt bienveillante vis-à-vis de l'URSS, même si on se méfie évidemment, puisqu'il y a il y a notamment des productions cinématographiques comme Voyage à Moscou qui édulcore complètement les procès de Moscou. Et il y a une ambiance globale de bienveillance. Donc, ce n'est pas la même chose. Hein, ce n'est pas la même époque. Il y a un changement en une dizaine d'années. Et des études qui ont été menées après l'ouvrage de Sherwin et Bird ont laissé entendre que peut-être il aurait été membre du Parti communiste, Oppenheimer, parce qu'il y a eu une cellule communiste membre secret, hein, éventuellement, parce qu'il y a une cellule communiste qui a été montée à Berkeley. Mais là, il n'y a pas de certitude. Je dirais que la bonne réponse, c'est qu'on ne sait pas, en fait. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel de la recherche. Alors il y a une dimension très importante du film et aussi de sa puissance visuelle qui tient au décor pour toute la partie centrale qui se déroule donc au Nouveau-Mexique à Los Alamos, pour la partie qui comporte le test Trinity que j'ai trouvé très bien filmé, même si Nolan a évidemment condensé énormément de choses. Ça s'est sans doute pas passé avec la même incertitude où à la seconde près où l'orage s'arrête, on appuie sur un bouton pour déclencher le test. Voilà, là, il y a évidemment une volonté de dramatisation qui est bien compréhensible, mais la façon de filmer ces espaces du Nouveau-Mexique et la façon dont ces espaces ont été investis par une ville, Champignon, entièrement nouvelle, tenue par l'armée avec des centaines et milliers de gens qui y travaillent. Lucie Genève, vous, c'était votre terrain de thèse. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors c'est là où c'est là où le film a été critiqué, donc là où peut-être il y a eu certaines erreurs qu'on peut reprocher à Nolan, en tout cas que certains néo-mexicains reprochent très clairement au film, à l'équipe. C'est surtout donc il y a une organisation qui défend les intérêts, la voix des Downwinders de Trinity. Alors, Downwinders, ça veut dire les personnes qui ont été affectées par les retombées radioactives, notamment des essais qui ont eu lieu dans le Nevada, à partir des années 50, 51, quand le site d'essai a été créé. Mais, pour donner un peu de contexte quand même, les Downwinders qui ont été affectés par les retombées du Nevada ont le droit depuis 1990, donc ça a pris pas mal de temps, il y a eu une loi de compensation à ces victimes, aussi aux victimes dans les mines d'uranium et aux vétérans atomiques. Donc c'est des personnes qui ont développé des pathologies, différents cancers, leucémie, etc., liées aux retombées radioactives. Sauf que les premiers Downwinders, donc les habitants de la région autour de Trinity, donc le bassin Tularosa, n'ont jamais été inclus dans cette loi de compensation. Et ça fait depuis les années 60-70, que la population est mobilisée pour faire des travaux d'épidémiologie populaire, pour démontrer les liens. Il y a beaucoup de témoignages. Et donc les réactions au film ont été, il y en a plusieurs qui sont publiées dans des grands journaux, hein, dans le New York Times, etc., menées par Tina Cordova, qui est l'une des cofondatrices de cette organisation, qui dit que l'équipe du film avait été contactée pour voir comment les néo-mexicains allaient être montré ou pris en compte. Il y avait l'espoir d'un message peut-être en début, en fin de film, pour reconnaître que l'essai de Trinity avait eu un impact humain. Ça n'a pas été le cas, donc la réaction a été beaucoup de déception au niveau de ces militants sur le terrain. Par rapport au paysage néo-mexicain. Donc c'est aussi ça, il y a eu beaucoup de films, il y a eu aussi cette série Manhattan en 2014-2015 sur ce qui s'était passé à Los Alamos, et le Nouveau-Mexique est constamment présenté comme un endroit vide, comme un paysage magnifique, impressionnant, un désert.
Sauf que ce n'était pas vide. Ce n'est pas un désert, et même si c'est un désert, enfin, il y a des endroits désertiques d'un point de vue géographique et climatique, c'est des endroits qui sont traversés depuis des dizaines de milliers d'années par des populations, donc les Amérindiens évidemment, qui sont très présents au Nouveau-Mexique, puisqu'il y a 22 tribus reconnues amérindiennes, par une population hispanique, non seulement descendant des colons espagnols au 15e, 16e siècle, et mexicaine par la suite. Donc c'est un État, ce qu'on appelle minorité majoritaire. Et sur le plateau de Los Alamos, c'est pas une ville qui est apparue du jour au lendemain là où il y avait personne. Il y avait des propriétaires terriens. Et donc il y a un moment dans le film où il dit oh bah il y a juste une école et des Indiens. Alors donc il y avait en effet une école de préparatoire de jeunes garçons. Ça faisait partie du mouvement hygiéniste, l'idée d'être au grand air, etc. Donc, Oui, Oppenheimer lui-même avait passé une partie de sa jeunesse à chevaucher là-bas et à vivre un peu cette vie au grand air qu'il sortait de ses labos enfumés et alcoolisés. Enfin, il était toujours alcoolisé peut-être quand il se reposait de ses sorties à cheval, mais il y avait cette fascination pour l'espace pensé comme vierge du Nouveau-Mexique où il se ressourçait et où voilà, il changeait de vie complètement pendant 2 mois l'été avant de revenir à ses équations et à la vie urbaine. oui, oui, tout à fait. Bah, il y allait pour la première fois dans les années 20 pour sa santé. Donc c'était un moment, le mouvement des sanatoriums, parce qu'il y avait beaucoup de tuberculose. Et d'aller dans un climat comme le climat néo-mexicain aidait. C'était la dysenterie, lui, je crois qu'il avait contracté quand il était en Allemagne. Et donc il allait au Nouveau-Mexique pour être seul dans ces grands espaces. Mais il y avait des gens qui habitaient là, et notamment des homesteaders. Enfin, les homesteaders, c'était des familles, pour la plupart hispanophones, qui avaient, pour certains, perdu des terres au moment de la conquête de la région par les États-Unis, et qui avaient utilisé la législation des homesteads, donc qui date de Lincoln, hein, le premier date de 1862, pour récupérer des terres. Donc ils étaient installés là depuis des fois des générations. Et ceux-là, eh ben, ils sont pas du tout mentionnés, alors qu'il y a eu un procès euh, dans les années 90, depuis début 2000, qui s'est soldé par quand même un fonds de 10 millions de dollars reversé à ces familles. Donc en effet, il y avait une présence amérindienne parce que leurs ancêtres étaient présents là-haut. Il n'y avait pas de village amérindien sur le plateau, mais plutôt dans la vallée. Il y avait cette école de jeunes garçons et il y avait aussi une trentaine, 36 exactement, familles de homesteaders qui ont été déplacées et parfois avec de la violence. Oui, je voudrais ajouter quelque chose brièvement. Il y possédait un refuge hein, dans le Nouveau-Mexique. Mais sur ce que Lucie disait, c'est enfin, je ne sais plus si c'est Lucie ou vous, André, sur l'aspect désert. C'est intéressant parce qu'on a des travaux en France sur la construction de l'idée de désert à propos des sites d'essais nucléaires français. Donc on a quelque chose qui est assez équivalent. Je renvoie là-dessus pour les travaux de Renaud Meltz et qui avait organisé un colloque l'année dernière qui s'appelait Des essais au désert, point d'interrogation, avec cette idée qu'on a construit l'océan Pacifique comme un désert pour y installer, enfin construit l'idée d'un océan Pacifique désert pour y installer les sites d'essais. Donc je trouve que cette analogie est assez intéressante. Et d'ailleurs, à ce propos, la reconnaissance des victimes du nucléaire, enfin des essais nucléaires en France, est encore plus tardive. Hein. Il faut attendre la loi Morin, donc on est sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Oui, et on pourrait évidemment renvoyer aussi aux catastrophes provoquées par les essais dits Castle Bravo de 1953, la plus grande bombe jamais testée par les États-Unis sur les habitants des îles du Pacifique qui avaient été insuffisamment prévenus, évacués, etc. C'est un sujet à part entière. Je voudrais aborder peut-être un dernier enjeu du film qui est évidemment un enjeu clé parce que c'est un enjeu pour le coup qui résonne avec toute une question historiographique extraordinairement âpre, discutée. C'est tout ce qui a opposé l'école dite révisionniste, l'école traditionnelle, c'est-à-dire
pour le dire simplement, pourquoi la bombe a été larguée, hein, pourquoi est-ce que les États-Unis ont largué la bombe, est-ce que c'était vraiment pour faire finir la guerre et éviter une hécatombe des soldats américains dans l'invasion du Japon, est-ce que c'était pour intimider Staline dans une sorte de course à la superpuissance pré-guerre froide, proto-guerre froide, ou encore pour un mélange de ces différentes dimensions, que pensait Truman, qu'a décidé Truman. Alors le film, évidemment, ne porte pas directement là-dessus, mais il y a quand même un certain nombre de scènes qui y renvoient, notamment tout ce qui se passe, ça a été un petit peu dit déjà, au moment où on sait que l'Allemagne est vaincue désormais, que le seul enjeu, c'est maintenant l'enjeu du Japon, et qu'un certain nombre de gens qui commencent à avoir des doutes. Et je pense notamment à une des scènes du film, et on pourra revenir peut-être sur d'autres scènes, mais une des scènes du film qui est, je pense, volontairement filmée sous une grisaille, un ciel pluvieux, et Oppenheimer arrive dans une salle où sont réunis les membres de son équipe pour dire est-ce que ça vaut encore la peine finalement de continuer, maintenant qu'on sait que la guerre est gagnée en Europe, on s'était engagé là-dedans contre les nazis pour éviter que ce régime criminel ait la bombe, maintenant que ce n'est plus entre guillemets que le Japon. Alors en fait, on sait qu'aux États-Unis de l'époque, le Japon est plutôt plus important que les États-Unis comme adversaire dans la représentation populaire, à cause de Pearl Harbor notamment, mais bon, maintenant que c'est le Japon, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Voilà, ce moment de doute est montré dans le film, et du coup ça renvoie à tout cet arrière-plan historiographique, hein, et tout ce questionnement qui est pas totalement tranché. Il y a encore, hein, évidemment, des camps qui s'opposent à ce sujet aujourd'hui. Yannick Pincé? C'est la question qui est à l'origine de l'histoire nucléaire, tout simplement. Dans sa biographie, enfin dans leur biographie, Sherwin et Bird évoquent les premières interrogations qui sont posées par Blackett, justement, le scientifique qui avait été victime de la pomme, qui dès 1947, je crois, publie un article où il émet ses doutes sur le fait que Hiroshima aurait permis la fin de la guerre. Et ce qui, en fait, fait autorité, ce qui a longtemps fait autorité en termes d'explication de la fin de la guerre et du rôle d'Hiroshima et Nagasaki, c'est un article qui a été rédigé par Stimson, qui était secrétaire à la guerre, et qui a été publié en 1947 sur pourquoi cette décision de l'usage. Alors l'article, il est intéressant à plusieurs aspects, et il répond un petit peu à votre question, parce qu'il explique justement le processus de décision. Et on peut voir ça de deux points de vue. On peut voir ça du point de vue de l'exécutif et du point de vue des scientifiques qui sont sur le projet. Du point de vue de l'exécutif, il y a une sorte de train en marche, en fait, qui est lancé, que l'on n'arrête pas, puisque faut pas oublier que peu de temps avant l'essai Trinity, il y a le décès de Roosevelt, donc 25 avril 1945, et Truman, en fait, découvre le projet Manhattan le 25 avril par un mémo qui lui a été rédigé par Stimson. Et c'est Stimson qui va en fait apporter à Truman des informations sur la continuité du projet Manhattan. Et il y a quasiment une décision qui est prise en fait le 2 juillet par un mémo, encore une fois, de Stimson qui est remis à Truman, où bon, il y a des conseils qui sont élaborés, menacer le Japon d'une destruction totale au moment de Potsdam, et si ce n'est pas fait, eh bien continuer le programme. Donc il y a un aspect en fait administratif lancé qui intervient là-dedans. Du point de vue des scientifiques, c'est Feynman qui l'explique très bien, c'est que il y a en fait ils ont une motivation à être rentrés dans ce projet. Faire la bombe avant les nazis. Ça encore, on pourrait en discuter parce que, en fait, je précise que les services secrets américains n'ont pas cherché réellement à savoir quel était le niveau d'avancée des travaux des nazis, qui était en réalité très très peu avancé. Il y avait quasiment que Heisenberg qui travaillait là-dessus et quasiment tout seul. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Et Feynman explique que c'est grisant de travailler en fait sur un projet, d'aboutir à cela. Hein. Après, si vous voulez que l'on parle d'une autre question historiographique qu'il y a derrière ça, c'est est-ce que les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale? Je veux bien apporter des éléments de réponse, mais je m'égare peut-être un peu par rapport à votre question initiale. Oui, c'est vrai que c'est plusieurs questions qui sont emboîtées. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le film, voilà, les effleure en montrant que c'est à la fois des gens qui ont des doutes et des gens, effectivement, comme vous venez de le dire, qui sont pris dans un projet auquel ils ont consacré une énorme énergie, qui est grisant intellectuellement, qui est grisant humainement, qui voit comme une grande réalisation prométhéenne, justement, de tout ce que peut faire la science moderne. Et du coup, on comprend que c'est un processus qui, même si on a des doutes, il est impossible, finalement, d'en dévier totalement. Lucie Genet, sur ces éléments.
Oui, alors c'est un énorme débat, hein, comme on en parlait au départ, qui a été aussi lancé par l'un des premiers ouvrages, c'était dans les années 60, Gar Alperovitz, qui a écrit justement sur la diplomatie de Potsdam et Hiroshima, parce que la justification officielle, c'est qu'il fallait éviter une invasion, il fallait sauver des vies du côté états-unien comme du côté japonais, parce qu'une invasion des îles japonaises, des îles principales, coûterait la vie à plusieurs dizaines de milliers de soldats. Et donc les révisionnistes sont revenus là-dessus en disant que non, la motivation principale, elle était tactique, militaire, de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, mais elle était aussi stratégique et politique, d'envoyer un message à l'URSS qui s'était engagé à Yalta à déclarer la guerre au Japon. Et d'ailleurs, certains historiens dans le débat maintiennent que c'est l'invasion de la Mandchourie par les soviétiques qui a fini par apporter la capitulation du Japon, le gouvernement japonais était prêt à aller au bout. Mais il y a une scène très importante qui est aussi dans le livre, c'est Niels Bohr qui dit à Oppenheimer, Is it big enough? Est-ce qu'elle va être assez grosse? Il y a aussi toute cette réflexion de pensée qui est impressionnante quand même, parce qu'elle se projette déjà dans l'avenir, à dire, mais est-ce que cette arme est assez grande pour mettre fin à toutes les guerres? C'est une arme de génocide, une arme de l'Holocauste. C'est comme ça qu'on a appelé la bombe H. Par la suite, mais déjà Niels Bohr dans les années 40 avait anticipé, et c'était vraiment le héros, hein, c'est comme ça qu'il est décrit, c'était même, je crois il est appelé Dieu dans le livre, pardon. C'était le Dieu d'Oppenheimer, Niels Bohr, qui avait cette vision en se disant oui, ce sera une nécessité tragique, extrêmement tragique, d'utiliser cette bombe, mais si on ne le fait pas, et c'était comme ça que Oppenheimer voyait les choses, mais si on ne le fait pas, ça ne mettra pas fin aux guerres mondiales à l'avenir. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas c'est une réflexion qu'on voit dans le film et qui est très importante. Peut-être pour terminer, il faut dire un mot de l'après Hiroshima. On sait que le Oppenheimer historique n'a jamais publiquement exprimé de regrets ou d'excuses pour le rôle qu'il a joué dans le bombardement. En revanche, le film le montre quand même travaillé, tourmenté par ça, et notamment plusieurs scènes avec des effets sonores où on voit qu'il parle à un amphi et que tout d'un coup le bruit assourdit parce que c'est comme presque qu'il entend une explosion en permanence. Le film suggère qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. Et puis son comportement, on le sait, suggère qu'il a quand même cherché, alors je ne sais pas quel est le bon terme, mais à modérer, moduler le tout nucléaire confiant et triomphaliste qui conduirait à développer la bombe H le plus vite possible, qui conduirait à faire une course aux armements, disons, la plus intense possible. Ça, on le sait parce que c'est ce qui a aussi conduit à ces rapports de pouvoir et à ces rapports conflictuels avec Lévi-Strauss et qui a fini par son éviction. Donc, est-ce que vous avez trouvé intéressante la manière dont Nolan filme, disons, les doutes, l'évolution, les incertitudes du personnage, dont on sait qu'il a quand même été évidemment profondément marqué par cette expérience et par ce que ça a provoqué chez lui. Lucie ? Oui, je pense que c'était important donc de parler du rôle d'Oppenheimer par la suite. C'est assez rapidement après les bombardements qu'il a aidé à créer l'association des scientifiques de Los Alamos, hein, qui se sont mobilisés pour un monde ouvert, pour un partage des secrets atomiques, parce qu'ils avaient bien compris que si on restait dans ce secret, dans ce monopole des informations, on allait se retrouver avec des courses à l'armement. Et donc ça, c'est un aspect qui permet de mieux comprendre le personnage, je pense, de mieux comprendre, pas forcément en termes de regrets. Il est clairement tourmenté. La scène aussi avec Truman, là où il parle d'avoir du sang sur les mains, là où Truman aurait dit que c'était un crybaby, enfin c'est une scène qui a été rapportée aussi. Donc il y a des indices qui montrent qu'il ne voulait pas avoir
mis une pièce dans la machine et que la machine qu'on perde complètement le contrôle et qu'on arrive à un monde apocalyptique. En effet, on est quand même arrivé à la doctrine qui était folle, hein, MAD, Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle. On est arrivé quand même très loin après, pendant la guerre froide. Yannick Pincé, sur ces éléments qui ont pu faire dire à une partie peut-être des spectateurs que ça dédouanait un peu Oppenheimer, ou que ça le montrait plein de remords, alors que et c'était pas non plus ce qu'il a dit publiquement, hein. Il était dans un entre-deux finalement, entre sans doute une forme de tourment intérieur, mais en même temps une figure publique qui assumait son rôle de grand savant dans l'appareil militaro-industriel américain, jusqu'au moment où on l'en a écarté, à son regret d'ailleurs. Il a été malgré tout un personnage très influent jusqu'à ce qu'il soit écarté. Pour revenir sur une scène précise du film, la scène de l'amphithéâtre, qui est quand même une scène d'horreur, hein, littéralement, hein, où il est acclamé, il est pris de doute en même temps. On n'a pas de certitude que cela ait vraiment existé, puisque la source qu'utilisent Bird et Sherwin dans le bouquin, et qui donc est repris dans le film, c'est un témoignage unique, qui est le témoignage de Samuel Cohen, qui a fait partie du projet Manhattan, et qui est un scientifique assez controversé, parce qu'il a eu une petite gloire fin des années 70, début des années 80, puisque c'était le père de ce qu'on appelle la bombe à neutrons. Je ne sais pas il faut peut-être que j'explique vite fait. C'était une arme qui avait pour objectif, en fait une arme anti-char, qui avait pour objectif de tuer les êtres vivants et de laisser intactes toutes les installations. Et il a été question aux États-Unis, mais aussi en France, de développer cette arme. Et Samuel Cohen avait le sentiment d'être le nouveau Teller, le nouveau Oppenheimer, mais il n'a pas eu la même renommée. Et on a certains doutes en fait quant à son témoignage. Mais je reviens à Oppenheimer. C'est un personnage qui, certes, a eu des doutes, certes, a été contre la bombe H, hein, et ça c'est bien évoqué dans le film comme une arme du génocide, mais l'un des arguments qu'il utilise, et qui est cité dans le film, et qui est une réalité, c'est qu'il estime que c'est une arme qui est inutilisable. Pourquoi elle est inutilisable ? Parce qu'il n'y a pas, selon lui, de cible assez grande. Et ce qu'il a défendu, c'était plutôt un programme de développement massif de bombes A, qui sont, elles, utilisables pas seulement contre des cibles urbaines, mais aussi contre des cibles militaires. Et il craignait, ça c'est pas évoqué dans le film, que la bombe H ne soit pas réalisable. Enfin, ça c'est dit, hein, qu'elle ne soit pas réalisable. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que ça prête justement sur le budget de réalisation des bombes A. Et ça, justement, il faut pas non plus se limiter à un Oppenheimer qui soit entièrement pris de regret. C'est humain. C'est un personnage qui est pris de doutes, qui fait des choix et qui les regrette. Et en ce sens, d'ailleurs, c'est très, très intéressant. Voilà, eh bien, ce sera, je pense, le mot pour conclure cet entretien. Un grand merci à tous les deux, et on vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de voir ce film de Nolan, qui, quand même, à mon sens, relève de la prouesse, parce que il arrive quand même à raconter d'énormes pans de cette histoire, sans dicter trop au spectateur, la spectatrice, la façon de penser ou de juger les personnages. Il y a beaucoup de choses qui restent quand même ouvertes à l'interprétation et à la façon dont on peut se l'approprier, tout en faisant aussi des efforts de pédagogie sur la façon dont les choses se sont déroulées. Donc c'est de ce point de vue, moi je trouve quand même un tour de force, et en plus visuellement très frappant. Et puis ça illustre encore le fait que c'est toujours intéressant de voir des objets de recherche et des objets de savoir scientifique transposés à l'écran, avec justement ce qui est le plus intéressant, c'est de questionner les écarts. C'est pas tellement est-ce que c'est fidèle ou pas fidèle, mais c'est de savoir qu'il y a des écarts, et que ces écarts nous disent aussi quelque chose de la façon dont c'est filmé, de l'intérêt que ça a socialement. Merci beaucoup Lucie Genet, merci beaucoup Yannick Pincé. Merci beaucoup. Merci. On mettra en ligne des éléments de bibliographie pour accompagner l'émission, parce qu'on a cité pas mal de noms, pas mal de titres, donc on pourra lire ça sur le site parolehistoire.fr. Super. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.